Et salut tout le monde, la maison du Grenat est heureux de débriefer une deuxième victoire d'affilée. Grenat Forever est là. Il était au match Reims contre Metz, victoire de nos Messa sur le score de 1-0. Une victoire surprenante et Grenat Forever était évidemment ému à la fin de ce match, n'est-ce pas Grenat Forever? Bonsoir Monsieur Socket, bonsoir à tous. Évidemment, très ému, hein. Deuxième victoire d'affilée, première fois de la saison que ça nous arrive, que demander de mieux? Que demande le peuple? Surtout le peuple Grenat qui... ça faisait longtemps, hein, Grenat Forever, hein, la série de deux matchs, enfin, deux victoires d'affilée, on l'a pas vu depuis... 2016-2017 c'est ça, 2016-2017, ouais. en Ligue 1, bon après en Ligue 2 l'année dernière, mais ouais, ça faisait longtemps. Ouais, voilà. On n'a plus l'habitude. Nous allons maintenant parler du 11 qui a été mobilisé pour ce match-là. Alors, donc on rappelle, victoire 1-0 du FC Metz, but d'Habib Diallo à la 3e minute de jeu. Le 11 que nous concocte Vincent Ognon, Grenat Forever, deux choses à voir. Il y a l'aspect joueur, enfin les joueurs qui ont été mobilisés, et l'aspect tactique. On peut parler d'abord de l'aspect tactique. Beaucoup de rumeurs ont été données par la presse sur le fait que Vincent Ognon, du fait de son test qu'il a mis en place lors du match amical contre Sochaux, qui avait eu lieu, c'était le vendredi dernier. C'est ça, donc le vendredi, donc une semaine avant le match contre Reims. Il avait testé un 3-5-2. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'il allait peut-être faire cela. D'ailleurs, je pense qu'il a été assez malin parce que il a aussi glissé quelques mots à certains journalistes en disant peut-être que je vais passer en 3-5-2 durant la rencontre. Et je pense que ça a peut-être un peu emmerdé quand même du côté de Reims d'entendre ça parce que il pouvait très bien se dire ok, il va nous innover un 3-5-2. D'ailleurs, ils l'ont fait en match amical, Metz. Mais il peut très bien repartir sur un ancien système 4-3-3, voire le fameux système en sapin. Enfin, plusieurs possibilités s'offraient quand même à Vincent Ognon. Et il a habilement, tu vois, il a dit ouais, je peux peut-être commencer en 4-3-3, puis je peux peut-être passer en 3-5-2. Tu vois, et assez malin de sa part. En tout cas, Grenat Forever, ce qui est sûr, c'est que on commence ce match en 4-3-3. On commence le match en 4-3 avec vraiment deux ailiers de côté, hein, un système qui nous a permis d'être champion de France de Ligue 2. Oui. Un système avec des joueurs dont je vais te dire, je m'attendais pas du tout ni à cette compo ni à ce système. Ouais, d'abord sur le système en soi, t'es surpris par rapport au fait que des choses ont été testées auparavant mais n'ont pas été poursuivies pour ce match-là, ou est-ce que tu dis que Vincent Ognon a peut-être joué ou alors que Vincent Ognon a bluffé, c'est possible aussi, ou alors qu'il pense que son système en 3-5-2 n'est pas encore assez travaillé pour pouvoir l'employer lors d'un match? Moi, je m'attendais vraiment à 3-5-2. Étant donné que Marvin Gakpa est considéré comme un moins que rien à ses yeux, je pense c'était pour moi improbable qu'il fasse un sapin de Noël avec Gakpa en 10. Ouais. Je m'attendais vraiment à un 3-5-2 avec Opa remplaçant et au final j'ai eu un système qui moi m'a plu quand j'ai vu la compo. Ouais. Et encore plus avec le choix des hommes qu'on va dire après, moi le 11 et le système m'a énormément plu. En tout cas quand j'ai vu la compo, ça m'a plu. Ok. Bon bah moi je suis un peu d'accord avec toi aussi, c'est vrai que même si ouais. je te coupe, même si bon, Endoram, je suis pas très fan, mais bon. Ouais. Mais on va y venir sur comprendre ce qu'il est fait sur. Ouais. Ça me paraissait cohérent quand même. Voilà. Ah mais c'est sûr. On va y venir forcément sur le choix des hommes. Alors deux trois petites choses à dire et puis je vais te laisser la parole. Déjà Mathieu Hudol et non pas Thomas Hudol, n'est-ce pas Dixit, un journaliste, enfin un commentateur de Beansport, hein, Mathieu Hudol, qui est titularisé à la place de Thomas Delaine. Encore une fois. Choix fort. Encore une fois. Démerdez-vous avec ça, mais encore une fois. Qui d'ailleurs n'a pas déçu, mais ça on va en parler après sur le focus sur certains joueurs, mais en tout cas sa présence était assez surprenante quand même. Une autre surprise, Monsieur Nian. Monsieur Nian. Ah bah ça c'est l'une des plus grosses surprises du 11. Eh oui. Bon, sur un côté, hein. Voilà. Sur un côté, même si on pouvait s'attendre.
On s'attendait quand même à sa titularisation si on avait vu le match amical à Sochaux. Ouais. Si Metz aurait dû, on pouvait, si on pensait que Metz allait jouer en 3-5-2, on aurait pu penser qu'il était titulaire. Et là, c'est un coup de poker de le voir quand même titulaire sur un côté. Ouais. C'est vrai que c'était un peu. Bah, c'est un coup de poker. Le problème, c'est qu'on sait d'expérience, Grenade Forever, que Nian sur un côté. Bien sûr. Mais étant donné qu'il y a certains, ben, on n'a pas pris forcément beaucoup de joueurs de côté Oui. dans le groupe, eh ben, on ne pouvait pas faire autrement dans ce système-là. D'autant que dans ce système-là, il prend forcément peut-être une place de titulaire, un mec comme Ambrose, imaginons. Voilà, Ambrose, Farid qui est blessé ou pas blessé, vous prenez ça comme vous voulez. Prenez ça comme vous voulez. Mais sinon, à part ça, pas vraiment de surprise. Alors, on a quand même décidé de continuer avec Vincent Pajot et Kevin Endoram. Et là, j'aimerais que on en parle. Ça va nous faire un peu une transition sur l'aspect animation du jeu dans cette rencontre, Grenade Forever. On avait dit l'un des problèmes qu'il y avait lors des matchs précédents avec Vincent Pajot et le joueur qui était placé au poste de milieu défensif, c'était que très souvent le milieu défensif en phase offensive était un peu inutile parce que Vincent Pajot redescendait très très bas pour essayer d'organiser le jeu et en gros le 6 ne servait strictement à rien. Là sur cette rencontre, mine de rien, j'ai trouvé un Vincent Ah bah. Pajot qui était beaucoup plus haut que par exemple contre Strasbourg. Hein. Et donc Endoram était plus bas que Pajot la grande majorité du temps et il avait vraiment un rôle de sentinelle devant la défense. Quoi. Ah bah moi j'ai vu sur la première mi-temps, j'ai vu vraiment un trio au milieu. J'ai vu mon triangle au milieu de terrain. Mm. Avec Endoram vraiment en sentinelle, Maïga axe droit et Pajot. Et c'était plutôt. On a vu trois joueurs qui ont respecté leur zone et qui ne se sont pas marchés sur les pieds comme on avait pu voir lors de notre entrée en lice en Coupe de France ou alors sur certaines phases contre Strasbourg. Ouais, c'est sûr. Et bizarrement, au milieu de terrain, les joueurs ont été un peu à leur place, je dirais. Et tu vois, un mec comme Maïga sur ce match a été peut-être un peu moins présent, je dirais, dans le milieu. Enfin, je sais pas moins présent, mais la part qu'il occupe d'activité au milieu de terrain, elle n'a pas été autant déséquilibrée par rapport aux autres joueurs que lors des précédents matchs. Là, tu vois, on a un peu plus vu tout le monde au milieu de terrain. Et donc, forcément, comme on voit. C'est mieux réparti. Ouais, c'est ça. Donc, forcément, on voit moins Maïga. Enfin, l'impact de Maïga, je dirais, dans ce milieu de terrain-là. Donc c'est vrai que c'était pour une fois là c'est une piste encourageante parce que c'est vrai qu'on était un peu dubitatif qu'on a Forever après Strasbourg sur l'idée de Bah, mettre Vincent Pajot et un milieu défensif ensemble parce qu'on disait on voit que ça marche pas. Là on sent qu'ils ont quand même vu qu'il y avait un problème et ils ont essayé de régler ce problème là sur cette rencontre contre Reims. bah oui, c'est positif. En plus, ça permet à Bim Maïga je pense déjà, de gérer ses efforts et de ne plus non plus se fatiguer à devoir faire, à jouer dans ce rôle de piston droit là où quand même, il utilisait beaucoup d'énergie. Ouais, Et là, tu sentais qu'il avait du gaz vraiment pendant 90 minutes et c'était vachement intéressant là. c'est sûr. On n'a pas parlé de l'attaque, mais donc l'attaque Diallo qui marque encore un but, hein, 11e but évidemment, hein, donc voilà, c'est bien. Hein, Sur une merveille de centre de Fabien Santonze. Oui, on va y venir après de la défense, hein, le rôle de la défense d'un point de vue défensif, mais aussi offensif. Mais c'est vrai que bon travail de Fabien Santonce qui permet à Diallo de marquer son 11e but de la saison. Rien que de dire 11 buts, ça fait peur. Surtout pour un attaquant à Metz, hein, bien sûr. C'est tout simplement incroyable, hein. C'est ça. Il faut quand même parler des deux autres compères de Diallo sur l'attaque qui n'ont pas été forcément offensivement impactants. Je veux parler évidemment de Nian et de Opa Enget. Euh, prestation très difficile pour les deux joueurs. Hein. Bah, pour Onian, est-ce qu'on peut dire qu'on pouvait s'y attendre étant donné que c'était sa première titularisation depuis le début de saison en championnat, carrément. Ouais. Et que Après, il est sur le malheureusement, côté. Il est sur le côté aussi, quoi. il est sur le côté. Et je pense que malheureusement, l'action pour moi, c'est inconcevable de Ah rater ouais. quelque chose Oh comme là ça là, là. à la 10e minute où il a tout le temps d'y aller tout seul, d'être égoïste, ou alors, si vraiment il veut la mettre, mais de la mettre un peu plus tôt.
Je pense que l'action-là, ça a dû lui trotter dans la tête et déjà qu'il était en manque de confiance, cela l'a pas aidé. Ouais. Mais il aura quand même essayé, lui, de défendre et d'aider Fabien 111. Oui, bah effectivement, il a je dirais, il a Mais essayé ça, un c'est peu de dans son compenser. ADN, ça. Ouais, mais c'est dans son ADN parce qu'on l'avait déjà vu lors de certains matchs la saison dernière quand il rentrait sur un côté où il essayait je dirais c'est pas un ailier qui a forcément tout de suite les bases pour entre guillemets faire un travail défensif, et c'est là où OpenGate est meilleur que lui sur cette idée-là, hein, de tenir son côté entre guillemets et d'aider le latéral en phase défensif. Là, c'est vrai que défensivement, bon, il apprend, hein, il est encore jeune, hein, mais c'est évidemment pas évident pour lui. Mais c'est vrai que c'est offensivement, comme tu dis, cette action-là, t'es à 3 contre 1, tu as la balle, tu as le choix de mettre la passe à droite, la passe à gauche. Le terrain n'aide pas, terrain absolument catastrophique à Reims lors de ce match-là. Et c'est vrai qu'il rate on va dire le plus facile quand même, quoi. Il doit ajuster, mettre dans les pieds, quoi. Il doit mettre dans les pieds et il n'arrive pas, quoi. Et malheureusement, c'est là où on est un peu. C'est pas facile pour lui parce que forcément, beaucoup s'interrogent sur est-ce qu'il doit être conservé dans l'effectif ou pas. D'ici la fin de saison, on parlait notamment peut-être d'un prêt, pourquoi pas, pour essayer vraiment de le mettre sur une intensité, tu vois, parce que comme tu dis, il n'a pas été titulaire quasiment de la saison. Il a joué titulaire lors du match amical une semaine auparavant contre Sochaux. Mais effectivement, il manque clairement de rythme. Vincent Lyon l'a dit d'ailleurs, hein, il le met titulaire parce que il veut lui faire reprendre du rythme, il veut un peu le récompenser pour ses efforts à l'entraînement. Mais là, sur ce match-là, c'est assez compliqué. Et il y a OpenGate qui, alors offensivement, a quand même eu une action dangereuse, si je me souviens bien, en deuxième mi-temps. Là aussi, on aurait bien voulu qu'il voilà quoi, qu'il nous mette ce deuxième but là pour qu'on soit tranquille. Et pareil, offensivement, c'est encore très compliqué. Défensivement, on sait qu'il apporte. On sait qu'il apporte. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai trouvé justement que dans le match-là, il m'a un peu énervé parce que quand tous les autres se mettaient minables à défendre pour arracher, je trouve que lui, il était d'une nonchalance, à pas faire les efforts. Ça m'a un peu gavé sur la deuxième mi-temps. Ouais, sur la deuxième, ouais. Ouais, je suis d'accord sur Ça, la j'ai deuxième. pas apprécié, alors Hmm. que tu avais toute ton équipe derrière qui se mettait minable pour tenir ce score et que lui, il se permettait de marcher et pas d'aider Mathieu Hudol, quoi. À 10 derrière. Le bloc à 10. Ouais. C'est vrai que, bah ouais. Ouais. Au pas, Mais ouais, ouais. tu arrives quand même à te créer des situations pour tuer le match, hein. Ça, on va en parler après, mais Ah bah ça, on en viendra sur Poison. Vous avez toujours les stats à l'écran, hein. Vous voyez bien que peu d'action, mais on cadre quand même. Et je dirais que c'est bien, mais en même temps c'est chiant, quoi. Tu dois tuer le match, quoi. T'as des opportunités pour tuer le match face à une équipe en plus qui a du mal à marquer des buts, hein. On le sait, parce que Reims c'est une équipe qui est parmi les plus mauvaises en termes offensifs. Même si on a le mérite de marquer quand même un but contre eux, ce qui est déjà un exploit en soi, hein, parce qu'ils n'ont pas pris beaucoup de buts cette saison. Mais là, franchement, on a les occasions de tuer le match et on ne le tue pas. C'est assez regrettable. On parlera aussi de la défense et on va inclure le gardien dedans. Défensivement, donc la paire John Boyd, Dylan Brown qui se développe de plus en plus. qui monte en puissance, hein. Qui monte en puissance. Hein. Ouais. C'est très très intéressant ce duo. Ils ont l'air complémentaires. Ouais. Dylan Brown, j'aime bien parce qu'il a l'air d'avoir des qualités déjà assez rapides en plus. Technique balle au pied pour les relances, ouais. Et il a quand même un bon jeu aérien parce que le nombre de ballons qu'il a coupés et de trajectoires où il a récupéré les ballons aériens, c'était assez, vu du stade, c'était quand même assez dégagé une sérénité assez impressionnante quand même. Ouais, c'est sûr. Bien, franchement, c'est encourageant pour la suite. Les deux latéraux, Mathieu Hudol et Fabien Santonze. Fabien Santonze qui est passeur décisif, quand même, il faut le souligner, sur le but d'Habib Diallo. Et Mathieu Hudol qui a une occasion de tuer, là encore une fois, le match. Après un run solitaire, quel run côté gauche. Franchement, c'est triste. Et en plus, il a la bonne intuition de lober le gardien. Il veut lober le gardien et franchement, c'est très malin d'y penser.
Malheureusement, peut-être qu'il lance la balle piquée un peu trop tôt, je dirais. Et pas assez fort, mais quel run, hein. Quelle action! Et surtout, Grenade Forever, on le dit chaque semaine, mais là, après tout ce qu'il a connu, après le fait que en début de saison, personne ne voulait même mentionner son nom dans l'effectif professionnel du FC Metz. Vous vous rendez compte? Mais je me souviens que toi, Grenade Forever, tu voulais même pas qu'on parle de Mathieu Hudol quand on faisait la liste des effectifs en pré-saison. Bien sûr. Tu voulais pas qu'on le mentionne. Et là, ouais, franchement, c'est la montagne pour lui depuis, malheureusement, depuis ce qui est arrivé à Manuel Kabi. Voilà, il a eu l'opportunité, il a saisi vraiment une vraie chance de s'exprimer. Et là, comme on l'a dit, pour Thomas Delaine, ça va être dur de le déloger, quoi. C'est bon, là Mathieu Dole a complètement gagné sa place de numéro 1. Pour l'instant, mais là, ouais, t'as aucune raison aujourd'hui de le mettre sur le banc par rapport à Thomas Delaine, quoi. Ah ben non, mais défensivement, il est solide sur l'homme. Ah, il a eu un peu moins de trous d'air dans son dos, ce qu'il a un peu eu sur la première titularisation. Ouais. Et puis offensivement, il y a sur le match là, il a rien à envier à Thomas Delaine, hein. Ouais, après, c'est pas le même profil, hein, évidemment, enfin, c'est pas le même profil. On est moins sur l'aspect offensif, il est normalement moins bon que Thomas Delaine. Après c'est vrai que défensivement, on le voyait déjà quand il avait fait son retour lors du début de saison de Ligue 2 la saison dernière, hein. On voyait que voilà, physiquement, il s'était un peu plus quand même travaillé. Son travail défensif a été amélioré. Et là, tu vois que même après sa blessure de la saison dernière, c'est resté. Et là, défensivement, tu vois que c'est un vrai atout dans ta défense. Et d'ailleurs, c'est pas anodin pour moi de voir que les difficultés défensives du FC Metz sont beaucoup plus du côté de Fabien Santonze que du côté de Mathieu Hudol. Quand on y réfléchit, hein. Mhm. C'est pas pour rien non plus, hein. Le côté droit du FC Metz avec Fabien Santonze est plus exploité par l'adversaire que le côté de Mathieu Hudol. Alors, est-ce qu'il constate que c'est beaucoup plus compliqué de passer à Mathieu Hudol que de passer à Fabien Santonze? Ça, je sais pas, mais en tout cas, le peu de fois où il est mobilisé sur son côté, il est impactant et pour la suite, c'est bien. Et de voir qu'on peut avoir quelqu'un qui, derrière, voilà, permet justement de compenser ces petits manques que tu peux avoir, notamment le fait que Nian a un travail défensif qui, évidemment, est pas autant bon que pouvait l'être normalement un Opalengate par exemple sur le côté. Il n'a pas forcément un Maïga aussi pour aider sur le côté aussi, du côté de Mathieu Hudol. C'est ça. De voir qu'il est solide, c'est assez intéressant. On va terminer par Ukidja. Encore une fois, Ukidja. Incroyable. Franchement, c'est. Bon, voilà, hein. Mais là, tout, même sur son jeu au pied, son péché mignon, il a raté aucun dégagement. Puis dans les airs, tellement rassurant pour une défense. Ah bah, des sorties toujours rassurants. Là, il contribue pleinement avec la défense à ce. Là, on est quand même sur 2 matchs d'affilée sans avoir pris un but, hein. On est sur 2 clean sheets d'affilée, ça nous est jamais arrivé. Euh, c'est, et il est en grand, il a une place prépondérante dans ses succès et dans le fait de ne pas encaisser de but, hein. Non, c'est clair. Donc franchement, c'est une très bonne chose de voir que tout le monde, même défensivement, commence à être un peu investi parce que beaucoup de problèmes défensifs lors des dernières semaines. Et donc il faut justement qu'il y ait un vrai travail qui est fait là. Il y a eu des recrutements qui ont été faits pour solidifier le milieu de terrain, recrutement en défense pour pallier quelques manques et de voir que ça porte ses fruits, c'est assez intéressant. Ça, c'est sûr et certain. Euh, Juste souligner un point d'un point de vue statistique Grona Forever. Donc évidemment, nous n'avons pas la possession puisque nous avons laissé l'adversaire venir à nous en restant à 10 derrière. Je l'avais souligné, mais ça fait 2 matchs quand même Grona Forever où les équipes en face de nous font beaucoup de tirs contre nous, mais peu de tirs cadrés au final. Bah, peu de tirs cadrés parce qu'on voit qu'Ukidja est pas énormément mis en danger, hein. Il a deux gros arrêts, un en première mi-temps, l'autre en deuxième sur des frappes qui sont à l'extérieur de la surface. Ouais.
Sinon, on n'est pas pris en défaut. On n'est pas pris en défaut tout court. Bah ouais, parce ils ont 16 tirs en tout, hein, Reims, sur ce match, d'après les stats de la LFP. Ils ont 16 tirs contre nous, 2 tirs sont seulement cadrés. Nous, à l'opposé, on fait 7 tirs, donc 4 sont cadrés. Donc tu vois qu'on est quand même beaucoup plus menaçant d'un point de vue offensif que Reims, si on compare cet aspect tu vois, de tir cadré, qui est quand même qui est assez important pour souligner la dangerosité des actions que tu subis. Euh, Point noir quand même, Grenade Forever, c'est le pourcentage de passes réussies. On est à 69%. Même si on n'est pas une équipe qui aime forcément faire de la circulation de balles. Faut un peu travailler ce point-là. C'est déjà un problème qu'on avait déjà vu lors des précédents matchs. Donc il faut voir cela. Je note quand même que l'adversaire a fait 40 centres contre nous. Ce qui souligne encore une fois, Grenade Forever, ce qu'on disait sur le fait que les adversaires, comme on joue reculé et ils essaient d'exploiter les côtés, beaucoup de sollicités sur les côtés, mais effectivement beaucoup de centres que l'on subit. Et c'est que là, Ukija est important parce que Ukija fait des sorties importantes qui empêchent que ces centres-là donnent des actions dangereuses, quoi. C'est ça. Donc c'est vraiment bien, même si peut-être que contre certaines équipes à long terme, toujours subir très très bas et se laisser prendre des centres, autant de centres, tout ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, surtout quand on se dit qu'on n'est pas une équipe qui résiste bien à tout ce qui est, surtout quand on est une équipe qui n'est pas forcément forte sur tous les jeux de centre que l'on subit. On va terminer par deux petites choses qu'on a Forever. Tout d'abord, par les notes données par la presse, par la ligue. Alors, j'ai vu que l'équipe, dans son 11 type de cette journée, met Fabien Santonze dedans. Également Vincent Pajot et Habib Diallo. Troisième apparition d'Habib Diallo quand même dans le 11 type de la journée. 3 Messins donc, ce qui est assez surprenant. C'est très surprenant. À noter un ancien Messin en la personne de Mollet, hein. Qui met un but magnifique. Qui met un but magnifique. Encore qui donne beaucoup de cauchemars, hein, surtout à nous. On va pas refaire l'histoire, hein, mais ça me donne beaucoup de cauchemars. Mais donc c'est plutôt bien. Dans je crois le 11 type de la ligue aussi, je crois qu'il y a, j'ai vu Ukija. Ukija qui était même dans le 11 type européen de la semaine dernière. C'est ça. Vraiment. Donc toujours là, hein, évidemment, pour remettre le bazar face aux attaquants adverses. Donc ça, c'est à souligner pour les récompenses, je dirais, individuelles. Parlons maintenant du classement et après de ce qui va attendre les Grenailles. On terminera ce débrief-là. Le classement que vous pouvez voir à l'écran, il faut prendre évidemment en compte les autres résultats qui ont eu lieu lors de cette journée. Quelques résultats intéressants qu'on a Forever. Défaite d'Amiens contre Brest. Défaite de Nîmes contre Saint-Etienne. Défaite de Toulouse contre Lyon. Et évidemment, défaite aussi de Dijon contre Montpellier. J'avais oublié de la signifier, celle-là. Et d'ailleurs, toutes les équipes que nous avons affrontées jouaient à l'extérieur à ce moment-là. Enfin, les équipes qui sont en concurrence directe avec nous jouaient à l'extérieur. Elles ont toutes perdu, sauf nous qui avons gagné à l'extérieur, donc face à Reims. Le classement, vous l'avez à l'écran, mis à jour par rapport au fait que les derniers matchs ont eu lieu dimanche. Le FC Metz est actuellement 16e, avec un total de 23 points. Différence de but de moins 9. Donc on l'a dit, deuxième victoire d'affilée. 4 matchs sans avoir perdu d'affilée. Donc un bilan, on peut dire le meilleur bilan quasiment. Ouais, c'est ça, l'un des meilleurs bilans des équipes du bas de tableau, hein, puisque toutes les équipes sont pas à ce niveau-là actuellement. 2 points d'avance sur Dijon. Surtout, et là c'est important, 5 points d'avance sur Amiens. Premier, qui est barragiste, hein, tout simplement. Et le premier relégable, qui est Nîmes, qui est 19ème, on a une avance de 8 points. Donc là, on commence à faire tout doucement un petit matelas. C'est quand même pas trop mal, quoi, frère. Ouais, on n'a jamais eu autant d'avance depuis le début de saison. Ouais.
Quand on sait qu'avant la trêve, il y avait encore des matchs en retard et qu'on était barragiste, quand je vois qu'en 4 matchs, on arrivait à refaire notre retard et à prendre autant d'avance, c'est incroyable. Enfin, c'est Et dans incroyable. un bas de tableau où les équipes ne gagnent pas beaucoup de matchs, Mhm. prendre 6 points, c'est une base hyper solide et Metz a gagné quasiment autant de matchs sur la phase retour que sur toute la phase aller. Je sais pas si on se rend bien compte. C'est encourageant. Maintenant, il y a quand même, il faut qu'on en parle de ce qui va nous attendre. Parce Il faut rester que les pieds sur terre. il faut rester les pieds sur terre et surtout vu les adversaires que tu vas affronter lors des prochaines rencontres, puisqu'on vous rappelle qu'évidemment la prochaine journée de nos Messins va être contre Saint-Etienne, réception de Saint-Etienne le dimanche 2 février à 17h. Donc là, un match très compliqué face à une équipe de Saint-Etienne qui, elle, en plus, est en train tout doucement de sortir la tête de l'eau après avoir gagné à domicile contre Mmh. Nîmes, dans un match qui n'était pas facile. Donc là, ça va être très compliqué. Ensuite, il y a le déplacement à Montpellier. Déplacement archi compliqué. Passer Très, un très, très compliqué. Ouais. très très compliqué. Réception de Bordeaux qui actuellement, là aussi, essaye de revenir tout doucement, qui a eu des difficultés, qui est dans notre partie de tableau aussi. Donc ça va être qui a 6 points devant nous. Hein. Donc on peut revenir à 3,2. Donc ça va être un match très très important qui aura lieu le 8 février. Après déplacement à Nantes, réception de Lyon. Donc tu vois, il y a quand même 5 matchs qui vont se présenter entre là, Mmh. enfin sur les 5 matchs entre guillemets du mois de février, si j'enlève le match d'Amiens, où là, t'as une avance, il faut essayer de limiter la casse. Ah bah, il faut essayer de limiter la casse et contre Saint-Etienne, si on peut prendre les 3 points, derrière, tu peux aller on va dire, à Montpellier, déjà l'esprit tranquille. Tu peux te permettre un joker à Montpellier, carrément. Hein. Ouais, mais je veux dire même que tu peux te permettre éventuellement peut-être un match nul contre Montpellier, surtout parce que Montpellier offensivement a aussi des difficultés, hein. Et puis surtout c'est qu'on sort d'un match où on les avait quand même pris à la gorge au match aller, même si d'ailleurs on se fait rattraper comme des grosses merdes. Mais il y a des motifs d'espoir pour essayer de faire quelque chose. Et après, tu as des réceptions de Lyon, de Bordeaux, pas facile, c'est sûr. Le Ah mois, non, mais c'est pas ouais, du tout facile. Hein, ouais, c'est... ouais, parce que le mois de février va être intéressant pour essayer de limiter la casse, parce que comme on le dit, au mois de mars, enfin fin c'est le mois le février-mars, plus important. ouais, c'est ça, c'est le mois le plus important. Tu as déplacement à Amiens, réception de Nîmes, déplacement à Toulouse, réception de Brest. Voilà, c'est Donc, le mois qui va décider de notre avenir dans le championnat de France de Ligue 1. c'est ça. Donc là, ce qui va se présenter par la suite au mois de février, important d'essayer d'utiliser l'avance que nous avons actuellement au classement pour justement essayer de limiter la casse et de se présenter pour le mois de mars pardon, avec vraiment une toute petite avance, ça serait bien. Une petite avance par rapport à nos concurrents directs. Mmh. Grenade Forever, merci beaucoup d'avoir fait ce débrief avec moi et on vous remercie également d'avoir écouté ce débrief jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette victoire de nos Messins contre Reims. De vous abonner, vous pouvez le faire évidemment, ce serait super sympa, c'est pour nous soutenir. Et on vous dit à la prochaine. À la prochaine.